Merci beaucoup Clotilde. La parole est maintenant à la salle pour les questions à nos deux orateurs. La chaleur a fait son œuvre. Oui. Alors, donc, Baptiste Laïc pose une question sur le choix de la traduction d'un texte qui était écrit en latin et français et que j'ai choisi de traduire dans mon anthologie par un texte bilingue franco-anglais. Alors, ce n'est qu'un exemple d'un choix plus large, qui est d'adapter et non pas d'être toujours fidèle strictement au texte que je traduisais. Vous verrez qu'il est même question d'euros dans le testament par ébattement. Voilà, parce que j'ai voulu que le texte soit immédiatement compréhensible, ce qui, à mon avis, n'enlevait pas la possibilité d'un double sens. Donc, j'ai choisi l'anglais pour qu'il soit compréhensible, parce que je considère que voilà, ce que je mets en anglais, vraiment tout le monde va le comprendre. Ce qui n'aurait peut-être pas été le cas, mais je suis peut-être trop pessimiste, mais du texte latin. J'aurais pu ne pas traduire le texte latin, mais est-ce que c'était est-ce que c'était possible? Je ne sais pas. Et je pense qu'il y a dans ce texte un effet donc de voix double, et donc qui est associé à deux langues. Voilà. Alors l'anglais ne correspond pas dans la mesure où, je sais pas si c'est vraiment notre langue scientifique aujourd'hui. Donc il y a évidemment un effet totalement perdu. Dans le fait que nous avons, mais ça a été dit tout à l'heure, on a un texte qui fait semblant d'être sérieux, qui adopte la langue sérieuse. L'envoi commence par O vetula, donc je trouve que c'est un très bel exemple d'apostrophe latine. Voilà. Donc évidemment, j'ai tout perdu parce que ce n'est pas l'effet de l'anglais aujourd'hui. Mais on garde l'idée de deux langues associées à deux voix et à deux types de discours. Voilà. Mais ce n'est pas entièrement satisfaisant. Et j'attire votre attention sur le fait que ce n'est qu'un exemple. C'est-à-dire qu'il y a à beaucoup d'autres endroits, vous verrez que mes choix sont tout à fait discutables, qu'il ne s'agit pas d'une traduction mot à mot, c'est vrai. Peut-être j'ajouterais, parce que finalement il faut que tout le monde le comprenne, que certains choix voulaient être des adaptations, et puis certains choix s'expliquent par le rythme. C'est-à-dire que je ne peux pas traduire de la poésie par de la prose arythmique. C'est pour moi impossible. Donc, quand j'ai pu faire des vers, c'est pas toujours le cas. J'ai oscillé entre la traduction, on va dire, la plus fidèle possible, et puis la traduction qui respecte non pas le sens, mais le rythme. Voilà. Et donc, c'est important que je le dise aujourd'hui, pour les enseignants comme pour les étudiants. Ne croyez pas que c'est forcément la traduction du sens littéral. Voilà. J'ai fait ce que j'ai pu. Sylvie Bazin.
Tout à fait. Alors, c'est pas en rapport avec la traduction, mais quand même avec l'édition, parce que c'est une autre question que vous pouvez vous poser, donc je pense que c'est important que je le dise. J'aurais dû le montrer là, mais c'était pas question que je fasse en fait. C'est par rapport aux choix thématiques et formels. Voilà. L'anthologie est vraiment, se veut le reflet fidèle de ce que fait Deschamps dans ses œuvres complètes. Donc, s'il y a une pièce qui paraît exceptionnelle par rapport aux autres, aux 200 autres, elle est effectivement exceptionnelle. Alors, je le mets parfois dans les notes sur l'heptasyllabe ou le septin, par exemple, mais vraiment, en fait, j'avais fait l'analyse des formes et j'ai fait pareil pour les thèmes. Donc, on a parlé ce matin de la calvitie. Voilà, j'ai pris des pièces qui représentent un thème qui a été traité par ailleurs. Donc il faut se dire que c'est un reflet de ce qui se passe par ailleurs et ensuite on a un réseau extrêmement complexe entre les pièces de mon anthologie, mais entre 1500 pièces en fait, hein, qui font toutes écho les unes aux autres. Voilà. D'autres questions? Sylvie? Alors, je ne sais pas forcément répondre. Il y a ce que je vous ai affiché qui était dans l'un des transparents, qui est en fait une miniature du songe du vieil pèlerin. Alors, je sais. Donc ça doit être, je ne sais pas de quand date le manuscrit exactement, mais c'est le songe de 1389, je pense que c'est à ce moment, début 15e. Et il y a un pénon célèbre du cerf-volant de Charles VI, mais je ne sais pas de quand il date. On pourrait vérifier assez facilement, je pense, mais là je ne sais pas répondre. Mais il y a des représentations, il y en a pas mal, je crois qu'ils doivent dater de la fin 14e siècle, pardon, dans quelques... Oui, je pensais au songe du vieil pèlerin. Alors il y en a aussi, on peut renvoyer à l'article de Laurent Ablot qu'il avait publié dans les Actes de Vertu 2005, où ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il publiait des représentations à la même époque, je pense que ça doit être fin 14e siècle, du cerf de Richard II, parce qu'il y avait aussi le cerf blanc de Richard II, qui n'était pas ailé, lui. Et je pense que, mais alors il faudrait voir plus précisément, je ne sais pas répondre, toute cette iconographie, on la voit quand même figurer déjà dans les années 1380, 1390, que ce soit pour Charles VI ou... Alors, dans les joyaux, je pense aussi, il faudrait regarder, alors j'ai regardé un petit peu avant de venir, mais je n'ai pas trouvé parce que je cherchais des photos. Voilà. Et puis dans la pièce que je vous mentionnais quand même, qui était la pièce des étrennes de 1383, on voit qu'il y a quand même une thématique très forte à ce moment-là, d'éléments qu'on a perdus, hein, mais qui effectivement représentaient d'un point de vue iconographique la thématique du cerf, etc., des cervidés de façon très, très importante. Donc je ne sais pas répondre plus précisément que ça, mais il est à peu près certain, il faudrait chercher un peu plus précisément, mais que dans les années déjà 1380, il reste encore des figurations de cette emblématique. Je voudrais juste rajouter, parce que j'ai trouvé Thierry tout à l'heure un tout petit peu trop modeste par rapport au choix de pièces qu'il a faites. Donc certes, certaines pièces n'apparaissaient pas dans l'anthologie, mais en fait, et puis il a présenté des études de cas qui pourraient peut-être paraître un choix arbitraire ou je ne sais quoi. En fait, il a identifié 3 thématiques extrêmement importantes et même où la place de Deschamps est évidemment nouvelle, inouïe, dans l'écriture de l'histoire. Et on trouvera des échos dans toutes
plantologie aux thèmes qui ont été évoqués. Voilà. Donc certes, il n'y a pas la fiction de l'aigle, je ne risquais pas de la mettre parce qu'il n'y avait pas la place, mais le coup d'État de 1388, on doit le connaître et en tenir compte, évidemment. Enfin, pour rebondir là-dessus, je pense vraiment que là-dessus, enfin, moi j'ai cherché un peu toutes les chroniques du temps, et c'est quand même assez sidérant de voir qu'il y a un total silence sur cet événement qui est fondateur. Et alors que dans la fiction de l'aigle, qui est une pièce assez longue, enfin elle fait plus de 500 vers, 600 vers, on a quand même un détail assez extraordinaire sous le langage allégorique. Et donc c'est très précieux de ce point de vue, et c'était quand même une prise de risque malgré tout, même si à la fin on voit qu'il repondère son propos en se raccrochant à une tradition de neutralité ou de langage allégorique. Je trouve que c'est un témoignage très, très précieux. Alors il y a Philippe de Mézières qui assez longuement aussi, je pense, fait écho au même événement. Il y a un troisième épisode dans l'Advision Christine. Il est à peu près certain qu'il y a une évocation du même épisode, mais l'Advision Christine, c'est alors avec la même rhétorique, c'est-à-dire en fait une image personnifiée, une personnification de la France, enfin, du royaume. Mais c'est déjà plus tardif, je crois que c'est 1505, l'Advision Christine, hein, c'est ça. Donc c'est déjà plus tardif, on est passé à autre chose. Donc je pense que là il y a vraiment un témoignage vraiment très intéressant de la part de Eustache Deschamps, avec probablement une prise de risque, parce que, alors on peut le démontrer, je n'ai pas les éléments là, mais il est à peu près certain que c'est une pièce écrite presque sur le moment, enfin, vraiment dans la période, quoi. Et on sait que Eustache Deschamps, très probablement, s'est engagé auprès des Marmousets à ce moment-là, pendant les 4 années de pouvoir, un peu moins de 4 années de pouvoir des Marmousets. Donc il y a vraiment une prise de position assez intéressante et assez unique. En fait, à ce moment-là, il y a un témoignage assez unique sur cette période pourtant essentielle du règne de Charles VI. Ce qui répond, c'est vraiment effectivement dans cette période. D'autres questions? Non, mais je crois qu'il ne nous reste plus qu'à remercier encore chaleureusement tous les organisateurs, le A 4349, Sylvie, et encore une fois essentiellement Clotilde, et puis tous les communicants qui ont rivalisé, j'allais dire, d'intérêt, d'originalité, enfin, qui nous ont offert une journée très très profonde, très importante pour nos programmes à venir et très variés. Donc merci à toutes et à tous.